Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Très bien, je vais reprendre Anna Karenine. Tuk tuk tuk. Chapitre 19 de la troisième partie. Je vais peut-être chanter une petite chanson à la fin que j'ai déjà chantée. Voilà. J'ai décidé de chanter des chansons d'amour, pas forcément des chansons réjouissantes. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, on s'en fiche. C'est parti pour cette lecture, chapitre 19. Malgré sa vie mondaine et son apparente légèreté, Vronsky avait le désordre en horreur. Encore élève du corps des pages, il s'était un jour trouvé à court d'argent et essuya un refus lorsqu'il voulut en emprunter. Depuis lors, il s'était juré de ne jamais s'exposer à cette humiliation. Pour cela, il dressait avec soin son bilan 5 ou 6 fois par an. C'est ce qu'il appelait faire sa lessive. Le lendemain des courses, s'étant réveillé tard, Vronsky, avant son bain et sans se raser, endossa sa vareuse et, jetant sur son bureau lettres, argent et comptes divers, se mit en devoir de classer tout cela. Petritsky, connaissant l'humeur de son camarade dans ces cas-là, se leva, s'habilla et s'esquiva sans bruit. Tout homme dont l'existence est compliquée voit aisément dans cet imbroglio une fatalité réservée à lui seul. Vronsky pensait ainsi et s'enorgueillissait non sans raison d'avoir évité des écueils où d'autres seraient allés donner. Cependant, il estimait le moment venu de tirer une bonne fois sa situation au clair. Et d'abord, la question financière. Sur une feuille de papier à lettres, il établit de son écriture fine un état de ses dettes. Le total s'élevait à 17 000 roubles, sans compter les centaines qu'il biffait pour plus de clarté. Par ailleurs, son avoir tant en poche qu'en banque n'atteignait que 1800 roubles, sans aucune rentrée à escompter avant le nouvel an. Il fit alors une classification de ses dettes, les divisant en 3 catégories. En premier lieu, des dettes urgentes qui se montaient à 4 000 roubles, dont 1500 pour son cheval et 2500 pour payer un grec qui les avait fait perdre au jeune Venevski, un de ses camarades. S'étant porté caution pour lui sans prendre part au jeu, Vronsky, alors enfant, avait voulu régler sur le champ cette dette d'honneur, mais Yachvin et Venevski prétendirent qu'il appartenait à eux seuls de l'acquitter et qu'ils s'en chargeraient. Quoi qu'il en fût, Vronsky tenait à pouvoir, en cas de réclamation, jeter cette somme à la tête du fripon qui l'avait escroqué. Venaient ensuite les dettes de son écurie de course, environ 8 000 roubles, à son fournisseur de foin et d'avoine, à l'entraîneur, au bourrelier, etc. 2 000 roubles d'acompte suffiraient pour le moment. Quant à la troisième catégorie de créanciers, restaurateurs, tailleurs et boutiquiers, ces gens-là pouvaient attendre. En somme, il lui fallait 6 000 roubles immédiatement et il n'en avait que 1800. C'étaient là de faibles dettes, à supposer que Vronsky jouit vraiment des 100 000 roubles de revenus qu'on lui attribuait. En réalité, l'énorme fortune paternelle étant restée indivise, Vronsky avait cédé presque toute sa part à son frère aîné lors du mariage de celui-ci avec une jeune fille sans fortune, la princesse Barbe Tchirkov, fille d'un insurgé de décembre 25. Il ne s'était réservé qu'un revenu de 25 000 roubles qui, à l'entendre, lui suffirait jusqu'à ce qu'il se mariât, éventualité fort peu probable. Son frère, très endetté et commandant un régiment qui exigeait de grandes dépenses, ne put refuser ce cadeau. Sur sa fortune personnelle, la mère faisait à son cadet une pension de 20 000 roubles. Mais depuis quelque temps, mécontente de son brusque départ de Moscou et de sa liaison avec Madame Karénine, elle avait cessé de la lui servir. Du coup, Vronsky, habitué à mener la vie large, avait vu son revenu réduit de moitié, ce qui le tracassait fort. Il ne voulait à aucun prix s'abaisser devant sa mère. La veille encore, il avait reçu d'elle une lettre bourrée d'allusions irritantes. La bonne dame entendait lui venir en aide pour l'avancement de sa carrière et non pour lui voir mener une vie qui scandalisait toute la bonne société. Cette espèce de marché sous-entendu l'avait blessé jusqu'au fond du cœur. Il se sentait plus que jamais refroidi à l'égard de sa mère. D'autre part, il ne pouvait songer à reprendre la parole généreuse qu'il avait donnée à son frère. Un peu à l'étourdi, il le voyait bien, maintenant que sa liaison avec Anna pouvait lui rendre son revenu aussi nécessaire que s'il était marié.
Le souvenir de sa belle-sœur, de cette bonne et charmante barbe, qui à chaque occasion lui faisait comprendre qu'elle appréciait comme il convient l'élégance de son geste, eût suffi à l'empêcher de se dédire. C'était aussi impossible que de battre une femme, de voler ou de mentir. La seule solution pratique, et Vronsky s'y arrêta sans hésitation, était d'emprunter 10 000 roubles à un usurier, ce qui n'offrait aucune difficulté, de réduire ses dépenses et de vendre son écurie. Cette décision prise, il écrivit aussitôt à Rolandaki, qui lui avait souvent proposé d'acheter ses chevaux, envoya quérir l'entraîneur et l'usurier et partagea entre divers comptes l'argent qui lui restait. Il fit ensuite sur un ton cassant un mot de réponse à sa mère et relut une dernière fois avant de les brûler les 3 dernières lettres d'Anna. Au souvenir de leur entretien de la veille, il tomba dans une profonde méditation. Chapitre 20. Pour son bonheur, la vie de Vronsky se réglait sur un code de loi qui en déterminait strictement tous les actes. À vrai dire, ce code s'appliquait à un cercle de devoirs peu étendu, mais comme il n'avait guère eu à en sortir, Vronsky ne s'était jamais trouvé pris au dépourvu. Ce code lui prescrivait par exemple de payer une dette de jeu à un grec, mais permettait de laisser en souffrance la note de son tailleur. Il défendait le mensonge envers les hommes, mais l'autorisait envers les femmes. Il défendait de tromper qui que ce fût, les maris exceptés. Il admettait l'offense, mais non le pardon des injures, etc. Ces principes, si extravagants qu'ils pussent être, n'en avaient pas moins un caractère de certitude absolue, et du moment qu'il les observait, Vronsky s'estimait en droit de porter la tête haute. Toutefois, depuis quelque temps, en raison de sa liaison avec Anna, il apercevait des lacunes à son code et n'y trouvait aucune solution à certains points épineux qui le tracassaient, à certaines complications qu'il sentait prêtes à surgir. Jusqu'ici, ses rapports avec Anna, son mari et la société étaient entrés dans le cadre des principes admis et reconnus. Anna, s'étant donnée à lui par amour, avait droit à tout son respect autant et plus que si elle eût été son épouse légitime. L'estime la plus haute à laquelle une femme pût prétendre, il la professait pour elle et se serait fait couper la main plutôt que d'y attenter par un mot, voire par une simple allusion. Chacun pouvait soupçonner sa liaison. Nul ne devait se permettre d'en parler. Autrement, il eût contraint les indiscrets à se taire, à respecter l'honneur de la femme qu'il avait déshonorée. Quant à la conduite à tenir envers le mari, rien n'était plus clair. Du jour où Anna l'avait aimé, lui, Vronsky, ses droits sur elle lui semblaient imprescriptibles. Le mari n'était plus qu'un personnage inutile et gênant, position peu enviable sans doute, mais à laquelle nul ne pouvait rien. Le seul droit qui lui restait était de réclamer une satisfaction par les armes que Vronsky était tout prêt à lui accorder. Mais voici qu'un incident nouveau faisait naître en son esprit des doutes qu'à son grand effroi il se sentait incapable de dissiper. La veille, Anna lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Elle attendait de lui une résolution quelconque. Or, les principes qui dirigeaient sa vie ne déterminaient pas ce que devait être cette résolution. Au premier moment, son cœur l'avait poussée à exiger qu'elle quittât son mari. À la réflexion, et sans qu'il osât trop se l'avouer, cette rupture ne lui semblait plus désirable. Lui faire quitter son mari, c'est unir sa vie à la mienne. Y suis-je préparée ? Non, car je manque d'argent, malheur auquel on peut remédier, et de choses plus graves, je suis liée par mes obligations de service. Au point où nous en sommes, je dois me tenir prêt à toute éventualité, et pour cela trouver de l'argent et donner ma démission. L'idée de quitter l'armée l'amena à envisager un côté de sa vie morale qui, pour secret qu'il fût, n'en avait pas moins une importance capitale. Malgré qu'il en eût l'ambition, unique passion de son enfance et de sa jeunesse, luttait encore en lui avec son amour pour Anna. Ses premiers pas dans la carrière militaire avaient été aussi heureux que ses débuts dans le monde. Mais depuis 2 ans, il subissait les conséquences d'une insigne maladresse. Pour faire sentir à la fois son indépendance et son prix, il avait refusé un poste qu'on lui proposait. Mais le geste parut trop hautain et depuis lors, on l'oublia. Les premiers temps, il prit la chose en homme d'esprit qui fait bonne mine à mauvais jeu et souhaite seulement qu'on le laisse s'amuser en paix. Mais à l'époque de son voyage à Moscou, sa bonne humeur l'abandonna.
Il s'était aperçu que sa réputation d'original, qui dédaigne de faire sa carrière, commençait à pâlir et que bien des gens ne voyaient plus en lui qu'un brave garçon sans le moindre avenir. En le remettant sur le pinacle, sa liaison avec Anna avait un moment calmé le ver rongeur de l'ambition déçue. Mais depuis une huitaine, celui-ci le torturait plus violemment que jamais. L'un de ses camarades de promotion, Serpukovskoï, qui, appartenant au même monde que Vronsky, avait partagé ses jeux et ses études, ses rêves de gloire et ses folies de jeunesse, revenait d'Asie centrale avec le grade de général. Il avait d'un coup sauté 2 échelons, et une décoration bien rarement accordée à un homme de cet âge. Tout le monde saluait le lever de ce nouvel astre, tout le monde attendait sa nomination à un poste de premier plan. Auprès de cet ami d'enfance, Vronsky, pour libre et brillant qu'il fût et amant d'une femme adorable, n'en faisait pas moins triste figure, lui, pauvre petit capitaine auquel on permettait d'être indépendant tout à son aise. Certes, se disait-il, je ne porte pas envie à Serpukovskoï, mais son avancement prouve qu'il suffit à un homme comme moi d'attendre son heure pour faire une carrière rapide. Il y a de cela 3 ans, il en était au même point que moi. Si je quittais le service, je brûlerais mes vaisseaux. En y restant, je ne perds rien. Ne m'a-t-elle pas dit elle-même qu'elle ne désirait aucun changement à sa situation? Et possédant son amour, puis-je vraiment envier Serpukovskoï? Il se leva et se mit à marcher de long en large en tortillant sa moustache. Ses yeux brillaient d'un vif éclat. Il éprouvait le calme d'esprit, le parfait contentement qui succédait toujours chez lui au règlement de ses affaires. Cette fois encore, tout était remis en bon ordre. Il se rasa, prit un bain froid, s'habilla et en sortant se heurta à Petritsky. Chapitre 21. Je venais te chercher, dit Petritsky. Ta lessive va durer longtemps aujourd'hui, as-tu fini au moins? Oui, répondit Vronsky en souriant des yeux et en lissant avec d'infinies précautions le bout de sa moustache, comme s'il craignait qu'un mouvement trop brusque ne détruisît la belle ordonnance qu'il venait d'imposer à ses affaires. Dans des moments pareils, on dirait toujours que tu sors du bain. Je viens de chez Gritsko, c'était le surnom du colonel. On t'attend. Vronsky regardait son camarade sans lui répondre. Sa pensée était ailleurs. Ah, c'est chez lui qu'on joue, dit-il en prêtant l'oreille à un pot pourri de polka et de valse que lançaient jusqu'à eux les cuivres de la musique du régiment. Quelle fête y a-t-il donc? Serpukovskoï est arrivé. Tiens, et moi qui n'en savais rien, s'exclama Vronsky, de plus en plus souriant. Je suis charmé de le revoir. Son contentement était sincère. Comme il avait pris le parti de préférer l'amour à l'ambition, ou tout au moins de faire semblant, il ne pouvait guère ni porter envie à Serpukovskoï, ni lui en vouloir de n'être point venu tout d'abord frapper à sa porte. Le colonel, qui de son vrai nom s'appelait Demine, occupait une grande maison de maître. Toute la société était réunie sur la terrasse. Vronsky aperçut tout d'abord les chanteurs du régiment vêtus de leurs blouses d'été et réunis dans la cour auprès d'un tonnelet d'eau-de-vie, puis, sur la première marche de l'escalier, la bonne figure réjouie du colonel encadré de quelques officiers. Avec force gestes et d'une voix dont les éclats couvraient ceux de la musique, en train d'exécuter une polka d'Offenbach, Demine donnait des ordres à un groupe de sous-officiers et de soldats qui se tenaient un peu à l'écart et s'approchèrent de la terrasse en même temps que Vronsky. Le colonel, qui était retourné à table, reparut, une flûte de champagne à la main, et porta le toast suivant. « À la santé de votre ancien camarade, le général prince Serpukovskoï. Hurrah !» À la suite du colonel se montra Serpukovskoï, souriant et tenant lui aussi une flûte à la main. « Tu rajeunis toujours, Bodarenko, dit-il au premier sous-officier qui s'offrit à sa vue, un maréchal des logis engagé, beau gaillard au teint fleuri. Serpukovskoï, que Vronsky n'avait pas vu depuis 3 ans, portait maintenant des favoris, ce qui lui donnait un air plus viril. C'était un garçon bien bâti, aux traits plus fins que beaux. Une noblesse innée émanait de toute sa personne, et sur son visage, Vronsky remarqua, seul changement notable, ce paisible rayonnement propre à ceux qui réussissent et qui sentent leur succès. Il le connaissait par expérience. Comme Serpukovskoï descendait l'escalier, il aperçut Vronsky et un sourire joyeux illumina son visage. Il lui fit de la tête un salut amical tout en levant sa flûte pour lui indiquer qu'il devait d'abord trinquer avec le maréchal des logis, raide comme un piquet et tout prêt à recevoir l'accolade.
Te voilà donc, cria le colonel. Yashvin prétendait que tu étais dans tes humeurs noires. Serpukhovskoï baisa par 3 fois les lèvres moites du brave Margy, s'essuya la bouche de son mouchoir et s'approcha de Vronsky. « Que je suis content de te revoir, dit-il en lui serrant la main et en l'emmenant à l'écart. Occupez-vous de lui, dit le colonel à Yashvin en lui désignant Vronsky, tandis qu'il descendait vers le groupe des soldats. Pourquoi n'es-tu pas venu hier aux courses? Je pensais t'y voir, demanda Vronsky en examinant Serpukhovskoï. J'y suis venu, mais trop tard. Un instant, veux-tu? Tenez, dit-il à son aide de camp, distribuez cela de ma part. Et il tira, non sans rougir, 3 billets de 100 roubles de son portefeuille. Que préfères-tu, Vronsky? Demanda Yashvin. Du solide ou du liquide? Conserve à déjeuner au compte, et en attendant, avale-moi ça. La fête se prolongea longtemps. On but beaucoup. On porta en triomphe et Serpukhovskoï et le colonel. Ensuite le colonel dansa la russe devant les chanteurs en compagnie de Petritsky. Après quoi, un peu éprouvé, il s'assit sur un banc dans la cour et se mit en devoir de démontrer à Yashvin la supériorité de la Russie sur la Prusse, notamment en ce qui concernait les charges de cavalerie. Profitant de cette accalmie, Serpukhovskoï passa pour se laver les mains dans le cabinet de toilette. Il y trouva Vronsky qui, sa vareuse ôtée, laissait couler l'eau du robinet sur sa tête congestionnée et sa nuque couverte de cheveux. Quand celui-ci eut fait ses ablutions, les 2 amis prirent place sur un sofa et purent enfin causer à leur aise. « Ma femme, commença Serpukhovskoï, m'a toujours tenu au courant de tes faits et gestes. Je suis content que tu la vois souvent. Elle est très liée avec Barbe et ce sont les seules femmes de Pétersbourg que j'ai plaisir à fréquenter, répondit en souriant Vronsky. Il prévoyait la tournure qu'allait prendre la conversation et ne la trouvait pas désagréable. Les seules? Demanda Serpukhovskoï en souriant à son tour. Vronsky se renfrogna et coupant court à toute allusion. Moi aussi, reprit-il, j'ai été tenu au courant de tes faits et gestes, mais pas seulement par ta femme. Tu me vois très heureux et nullement surpris de tes succès. J'attendais plus encore. Serpukhovskoï sourit de nouveau. Cette opinion le flattait et il ne voyait pas de raison de le dissimuler. Quant à moi, dit-il, je n'espérais pas tant. Je suis vraiment très satisfait. L'ambition est ma faiblesse, je l'avoue sans phare. Tu ne l'avouerais sans doute pas si tu réussissais moins bien. Je ne pense pas, fit Serpukhovskoï toujours souriant. Sans l'ambition, vois-tu, la vie vaudrait peut-être encore la peine d'être vécue, mais elle serait bien monotone. Je ne crois pas me tromper. Il est possible que je possède les qualités nécessaires au genre d'activité que j'ai choisi, et qu'entre mes mains le pouvoir, si jamais il m'est donné de jouir d'un pouvoir quelconque, soit mieux placé qu'entre celles de bien des gens de ma connaissance. Voilà pourquoi, plus j'approcherai du but, plus je serai content, ajouta-t-il avec un air de suffisance béate. C'est peut-être vrai pour toi, mais pas pour tout le monde. Moi aussi j'ai autrefois pensé comme toi, mais aujourd'hui je ne trouve plus que l'ambition soit le seul but de l'existence. Nous y voilà, dit en souriant Serpukhovskoï. Je t'ai prévenu dès l'abord qu'on m'avait tenu au courant de tes faits et gestes. J'ai donc su l'affaire de ton refus et je t'ai naturellement approuvé. Mais il y a la manière. À parler franc tout en ayant raison dans le fond, tu n'as pas observé les formes voulues. Ce qui est fait est fait. Tu sais que je ne renie jamais mes actes. D'ailleurs, je me sens très bien comme ça. Très bien pour le moment, mais cela ne durera pas toujours. Ton frère, je ne dis pas, c'est un aimable enfant, comme notre hôte. L'entends-tu? Demanda-t-il en prêtant l'oreille à une explosion de hurrahs. Lui aussi, il s'estime heureux, mais pareil genre de vie ne saurait te satisfaire. Je ne prétends pas cela. Et puis, des hommes comme toi sont nécessaires. À qui? À la société, au pays. La Russie a besoin d'hommes, elle a besoin d'un parti. Autrement, tout ira à volo. Qu'entends-tu par là? Le parti de Berteniev comme les communistes russes? Non, dit Serpukhovskoï, se rebiffant à l'idée qu'on pût le soupçonner d'une semblable sottise. Tout ça, c'est de la blague. Il n'y a pas de communistes, mais les gens d'intrigue ont toujours besoin d'inventer un parti dangereux quelconque. C'est vieux comme le monde. Non, ce qu'il faut au pays, c'est un parti capable de porter au pouvoir des hommes indépendants comme toi et moi. Pourquoi cela? Est-ce qu'un tel et un tel, Vronsky nomma quelques dirigeants de la politique, ne sont pas indépendants? Non. Et cela parce qu'ils n'ont ni naissance ni fortune personnelle, parce qu'ils n'ont pas, comme nous, vu le jour près du soleil. L'argent, la flatterie peuvent les acheter.
Pour se maintenir, il leur faut défendre une idée quelconque, l'idée qui peut être mauvaise, à laquelle eux-mêmes ne croient guère, mais qui leur assure un logis gratuit et de beaux émoluments. Quand on regarde dans leur jeu, ce n'est pas plus malin que ça. En admettant que je sois pire ou plus bête qu'eux, ce que d'ailleurs je ne pense pas, j'ai, tout comme toi, l'avantage important d'être plus difficile à acheter. Et des hommes de cette trempe sont plus que jamais nécessaires. Vronsky l'écoutait attentivement, captivé moins par les paroles de Serpukhowskoï que par l'élévation de ses vues. Tandis que lui-même s'enlisait dans les petits intérêts de son escadron, son ami méditait déjà de lutter contre les maîtres de l'heure et s'était créé des sympathies dans les hautes sphères. Quelle force n'acquérait-il pas grâce à son intelligence, à sa puissance d'assimilation, grâce surtout à sa facilité de parole, si rare dans son milieu? Quelque honte qu'il en éprouvât, Vronsky se surprit un mouvement d'envie. « Tout cela est bel et bien, répondit-il, mais il me manque pour parvenir une qualité essentielle, l'amour du pouvoir. Je l'ai eu et je l'ai perdu. » « Tu m'excuseras, mais je n'en crois rien, objecta en souriant Serpukhowskoï. C'est pourtant vrai, surtout maintenant, pour être tout à fait sincère. Maintenant, peut-être, mais ça ne durera pas toujours. Cela se peut. Tu dis cela se peut, et moi je dis certainement non, continua Serpukhowskoï comme s'il eût deviné sa pensée. C'est pourquoi je tenais à causer avec toi. J'approuve ton attitude, mais tu aurais tort de t'y obstiner. Je te demande seulement carte blanche. Je ne joue pas au protecteur avec toi. Après tout, pourquoi ne le ferais-je pas? N'as-tu pas été souvent le mien? Notre amitié est au-dessus de cela, j'espère, affirma-t-il avec une tendresse quasi féminine. Allons, donne-moi carte blanche. Quitte le régiment et je t'entraînerai sans qu'il y paraisse. Comprends donc, insista Vronsky, que je ne demande rien, si ce n'est que le présent subsiste. Serpukhowskoï se leva et se plaçant devant lui. Je sais ce que tu veux dire, mais écoute-moi. Nous sommes du même âge. Peut-être as-tu connu plus de femmes que moi. Son sourire et son geste rassurèrent Vronsky sur la délicatesse qu'il mettrait à toucher l'endroit sensible. Mais je suis mariée, et comme l'a dit je ne sais plus qui, celui qui n'a connu que sa femme et l'a aimée en sait plus long sur la femme que celui qui en a connu 1000. Tout de suite, cria Vronsky à un officier qui venait les relancer de la part du colonel. Il était curieux de savoir où Serpukhowskoï voulait en venir. Vois-tu, reprit celui-ci, dans la carrière d'un homme, la femme est toujours la grande pierre d'achoppement. Il est difficile d'aimer une femme et de rien faire de bon. Le mariage seul permet de ne pas être réduit à l'inaction par l'amour. Comment expliquer cela? Continua Serpukhowskoï en cherchant une de ces comparaisons dont il était amateur. Ah, voilà. Suppose que tu portes un fardeau. Tant qu'on ne te l'aura pas lié sur le dos, tes mains demeureront embarrassées. C'est ce que j'ai éprouvé en me mariant. Mes mains sont tout à coup devenues libres. Mais traîner ce fardeau sans le mariage, c'est se vouer fatalement à l'inactivité. Regarde Mansankov, Krupov, ce sont les femmes qui ont à jamais compromis leur carrière. Oui, mais quelle femme, objecta Vronsky en songeant à la comédienne et à la française de mœurs légères auxquelles ces deux hommes avaient enchaîné leur destin. Plus la position sociale de la femme est élevée, plus la difficulté augmente. Ce n'est plus alors se charger d'un fardeau, c'est l'arracher à quelqu'un. Tu n'as jamais aimé, murmura Vronsky, le regard fixé devant lui en songeant à Anna. Peut-être, mais pense à ce que je t'ai dit et retiens encore ceci. Les femmes sont toutes plus matérielles que les hommes. En amour, nous planons, mais elles rasent toujours la terre. Tout de suite, dit-il à un domestique qui entrait dans la chambre, croyant qu'il venait les chercher. L'homme apportait simplement un billet à Vronsky. De la part de la princesse Tverkoï, annonça-t-il. Vronsky décacheta la lettre et devint tout rouge. J'ai mal à la tête et je rentre chez moi, dit-il à Serpukhowskoï. Alors au revoir, tu me donnes carte blanche? Nous en reparlerons. Je te retrouverai à Pétersbourg. Chapitre 22. Il était 5 heures passées. Pour arriver à temps au rendez-vous et surtout pour ne pas s'y rendre avec ses chevaux, que tout le monde connaissait, Vronsky sauta dans la voiture de remise de Yachvin et ordonna au cocher de marcher bon train. C'était une vieille guimbarde à 4 places. Il s'installa dans un coin, étendit ses jambes sur la banquette et se prit à songer. Ainsi donc, l'ordre régnait dans ses affaires.
Boukhovskoï le traitait toujours en ami, voyait en lui un homme nécessaire, lui en donnait l'assurance flatteuse. Le sentiment, à vrai dire un peu confus, qu'il avait de tout cela et plus encore l'attente délicieuse du rendez-vous lui faisait voir la vie sous un si beau jour qu'un sourire lui vint aux lèvres. Il croisa les jambes, tâta son mollet encore endolori de la chute de la veille, se rejeta au fond de la voiture et respira à plein poumon. Qu'il fait bon vivre, se dit-il. Jamais encore il ne s'était épris à ce point de lui-même. Jamais il ne s'était complu à ce point en sa propre beauté. La légère souffrance qu'il éprouvait à la jambe lui causait autant de plaisir que le libre jeu de ses pectoraux. Cette claire et fraîche journée d'août, qui avait eu sur Anna une action si néfaste, stimulait au contraire Vronsky au plus haut degré. Le grand air rafraîchissait son visage échauffé par les ablutions, et la brillantine de ses moustaches exhalait un parfum particulièrement agréable. L'air léger et la lumière douce du soir donnaient aux choses qu'il entrevoyait par la portière un aspect joyeux, frais et puissant, qui s'apparentait à son état d'âme. Les toits des édifices dorés par les rayons du couchant, les arêtes vives des murs et des pignons, les silhouettes rapides des voitures et des piétons, la verdure immobile des arbres et des buissons, les champs avec leurs plants réguliers de pommes de terre, tout, jusqu'aux ombres obliques qui tombaient des maisons, des arbres, des bosquets et même des plants, tout semblait composer un joli paysage fraîchement verni. Plus vite, dit-il au cocher en se penchant à la portière pour lui passer un billet de 3 roubles. La main de l'homme tâtonna près de la lanterne. Le fouet claqua et la voiture roula plus rapide sur la chaussée unie. Il ne me faut rien que ce bonheur, pensait-il, les yeux fixés sur le bouton de la sonnette, tandis que son imagination lui représentait Anna telle qu'il l'avait vue la dernière fois. Plus je vais, plus je l'aime. Mais voilà le jardin de la Villa Vrede. Où peut-elle bien être? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi m'a-t-elle donné rendez-vous ici, et cela dans la lettre de Betsy? C'était la première fois qu'il se posait cette question, mais il n'avait déjà plus le temps d'y réfléchir. Il arrêta le cocher avant d'atteindre l'avenue, ouvrit la portière, descendit tandis que la voiture marchait encore et s'engagea dans l'allée qui menait à la maison. Il n'y vit personne, mais en regardant à droite dans le parc, il aperçut Anna. Bien qu'un voile épais dérobât son visage, il la reconnut à sa démarche, à la chute de ses épaules, à l'attache de sa tête. Aussitôt, il sentit courir en lui comme un courant électrique. Sa démarche se fit plus souple, sa respiration plus large, ses lèvres tressaillirent de joie. Dès qu'il l'eut rejointe, elle lui serra la main d'un geste nerveux. « Tu ne m'en veux pas de t'avoir fait venir ? J'ai absolument besoin de te voir, dit-elle, et le pli sévère de sa lèvre sous son voile fit subitement tomber la bonne humeur de Vronsky. « Moi, t'en vouloir, mais comment te trouves-tu ici? Où vas-tu ?»« Peu importe, dit-elle en le prenant par le bras. Viens, il faut que je te parle. » Il comprit qu'il était arrivé quelque chose, que leur entrevue n'aurait rien de gai. Et comme sa volonté abdiquait en présence d'Anna, il se sentit gagné par l'agitation de sa maîtresse sans qu'il en connût encore la cause. « Qu'y a-t-il, voyons, qu'y a-t-il » demandait-il en lui serrant le bras et en tâchant de lire sur son visage. Elle fit quelques pas en silence pour se donner du cœur et s'arrêtant soudain. « Je ne t'ai pas dit hier, commença-t-elle en respirant avec effort, qu'en rentrant des courses avec Alexis Alexandrovitch, je lui ai tout avoué. Je lui ai dit que je ne pouvais plus être sa femme. Enfin tout. » Il l'écoutait, penché sur elle de tout le buste, comme s'il eût voulu ainsi lui rendre la confidence moins pénible. Mais dès qu'elle eut parlé, il se redressa et son visage prit une expression fière et hautaine. « Oui, oui, dit-il, cela vaut 1000 fois mieux. Cela vaut mieux 1000 fois. Je comprends ce que tu as dû souffrir. » Sans trop prendre garde à ses paroles, elle cherchait à lire sur son visage l'impression que lui avait causé cet aveu. Un duel devenait inévitable. Telle avait été la première pensée de Vronsky. Mais Anna, à qui la possibilité d'une rencontre n'était jamais venue à l'esprit, attribua à une toute autre cause ce brusque changement de physionomie. Depuis la lettre de son mari, elle sentait au fond de son âme que tout resterait comme par le passé, qu'elle n'aurait pas la force de sacrifier à son amant ni son fils ni sa situation dans le monde. Sa visite à la princesse Tverskoï l'avait confirmée dans cette conviction.
Néanmoins, elle attachait une importance capitale à son entrevue avec Vronsky. Elle n'en attendait rien de moins que le salut. Si dès le premier moment, il lui avait dit sans hésitation « Quitte tout et viens avec moi », elle l'aurait suivi, abandonnant jusqu'à son fils. Mais il n'eut aucun mouvement de ce genre. La nouvelle parut même le blesser. « Je n'ai pas du tout souffert. Cela s'est fait de soi-même, dit-elle avec une certaine irritation. Et voilà, elle retira de son gant la lettre de son mari. Je comprends, interrompit Vronsky en prenant la lettre sans la lire et en s'efforçant de calmer Anna. Je t'ai toujours supplié d'en finir une bonne fois. J'ai hâte de consacrer ma vie à ton bonheur. Pourquoi me dis-tu cela? Puis-je en douter? Si j'en doutais. Qui vient là? Interrompit Vronsky en désignant deux dames qui venaient à leur rencontre. Peut-être nous connaissent-elles. Et il entraîna Anna dans un sentier. Et que m'importe, fit-elle, les lèvres tremblantes, et il parut à Vronsky qu'elle lui lançait sous son voile un regard de haine. Encore une fois, je ne doute pas de toi, mais lis ce qu'il m'écrit. Et elle s'arrêta de nouveau. Pendant la lecture de la lettre, Vronsky s'abandonna involontairement, comme il l'avait fait en apprenant la rupture, à l'impression bien naturelle qu'éveillait en lui la pensée de ses rapports avec ce mari offensé. Il se représentait la provocation qu'il allait recevoir d'une heure à l'autre, les détails de la rencontre. Il se voyait calme et froid comme en ce moment, attendant, après avoir déchargé son arme en l'air, que son adversaire tirât sur lui. Soudain, les paroles de Serpukhowskoï, qui tantôt lui avaient paru si justes, lui traversèrent l'esprit. Mieux vaut ne pas s'enchaîner. Il n'était guère possible de faire comprendre cela à Anna. Après avoir lu la lettre, il leva sur sa maîtresse un regard qui manquait de décision. Elle comprit qu'il avait dès longtemps réfléchi à ces choses et qu'il ne lui dirait point le fond de sa pensée. L'entrevue ne prenait pas la tournure escomptée. Son dernier espoir s'évanouissait. « Tu vois quel homme cela fait, dit-elle d'une voix tremblante. « Pardonne-moi, interrompit Vronsky, mais je ne suis pas fâchée de sa décision. Pour Dieu, laisse-moi achever, ajouta-t-il en la suppliant du regard de lui donner le temps de s'expliquer. Je n'en suis pas fâchée parce que, contrairement à ce qu'il croit, les choses ne peuvent en rester là. »« Pourquoi cela ?» demanda-t-elle en retenant ses larmes et sans trop se soucier de ce qu'il allait répondre, car elle sentait son sort décidé. Vronsky voulait dire qu'après le duel, qu'il jugeait inévitable, la situation changerait forcément, mais il dit tout autre chose. « Cela ne peut durer ainsi. J'espère bien que tu vas le quitter et me permettre, » ici il rougit et se troubla, « de songer à l'organisation de notre vie commune. Demain, elle ne le laissa pas achever. « Et mon fils, s'écria-t-elle, tu vois ce qu'il écrit. Il faudrait le quitter. Je ne le puis ni ne le veux. Préfères-tu continuer cette existence humiliante? » Pour qui est-elle humiliante? Pour tous, mais pour toi surtout. Humiliante? Ne dis pas cela, ce mot n'a pas de sens pour moi, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Elle ne voulait pas qu'il lui mentît. Il ne lui restait plus que son amour et elle avait soif d'aimer. Comprends donc que du jour où je t'ai aimé, tout dans la vie s'est transformé pour moi. Rien n'existe à mes yeux que ton amour. S'il m'appartient toujours, je me sens à une hauteur où rien ne peut m'atteindre. Je suis fière de ma situation parce que des larmes de honte et de désespoir étouffaient sa voix. Elle s'arrêta, sanglotante. Lui aussi sentit quelque chose le prendre au gosier, et pour la première fois de son existence, il se vit prêt à pleurer, sans savoir au juste ce qui l'attendrissait le plus. Sa pitié pour elle, son impuissance à lui venir en aide, ou le sentiment d'avoir, en causant le malheur de cette femme, commis une mauvaise action. « Un divorce est-il donc impossible ?» murmura-t-il. Elle secoua la tête sans répondre. « Ne pourrais-tu le quitter en emmenant ton fils ?»« Si, mais tout dépend de lui. Et maintenant, il faut que j'aille le rejoindre, dit-elle sèchement. Son pressentiment s'était vérifié. Tout restait comme par le passé. Je serai mardi à Pétersbourg et nous prendrons une décision. Soit, mais ne parlons plus de tout cela. La voiture d'Anna, qu'elle avait renvoyée avec l'ordre de venir la reprendre à la grille du jardin Vred, approchait. Anna dit adieu à Vronsky et partit. Chapitre 23. Le comité du 2 juin siégeait généralement le lundi. Alexis Alexandrovitch entra dans la salle des séances, salua, comme d'ordinaire, le président et ses collègues et s'assit à sa place, posant la main sur les papiers préparés devant lui.
Il y avait là, outre différentes pièces à l'appui, le brouillon du discours qu'il comptait prononcer. Précaution superflue du reste, car il en possédait tous les points et jugeait même inutile de le repasser dans sa mémoire. Le moment venu, quand il se trouverait en face de son adversaire, lequel chercherait en vain à se donner une physionomie indifférente, la parole lui viendrait d'elle-même, chaque mot porterait, sa harangue aurait une importance historique. Sûr de son fait, il écoutait de l'air le plus innocent la lecture du procès-verbal. En voyant cet homme à la tête penchée, à l'aspect fatigué, palpant doucement de ses mains blanches aux veines gonflées, aux doigts effilés les bords du papier blanc posé devant lui, personne n'aurait cru que ce même homme allait tout à l'heure soulever une véritable tempête, dresser les uns contre les autres les membres du comité, contraindre le président à les rappeler à l'ordre. La lecture terminée, Alexis Alexandrovitch déclara de sa voix faible et posée qu'il avait quelques observations à présenter au sujet du statut des halogènes. L'attention générale se porta sur lui. Après s'être éclairci la voix, Alexis Alexandrovitch, fidèle à son habitude de ne point regarder son adversaire quand il débitait son discours, s'adressa à la première personne assise en face de lui, laquelle se trouva être un petit vieillard timoré qui n'ouvrait jamais la bouche. Il exposa d'abord ses vues dans le silence, mais quand il en vint aux lois organiques, son adversaire sauta de son siège et prit la mouche. Stremov, qui faisait aussi partie du comité et se sentait également piqué au vif, se défendit à son tour. Bref, la séance fut des plus orageuses. Mais Alexis Alexandrovitch triompha et sa proposition fut acceptée. On nomma 3 nouvelles commissions et le lendemain, dans certaines sphères pétersbourgeoises, il ne fut question que de cette séance. Le succès d'Alexis Alexandrovitch dépassa même son attente. Le mardi matin, en s'éveillant, il se rappela avec plaisir son triomphe de la veille et ne put, malgré son désir de paraître indifférent, réprimer un sourire quand, pour se faire bien voir, son chef de cabinet lui communiqua les bruits qui couraient la ville à ce sujet. Absorbé par le travail, Alexis Alexandrovitch oublia complètement que ce mardi était le jour fixé pour le retour de sa femme. Aussi fut-il péniblement surpris quand un domestique vint le prévenir qu'elle était arrivée. Anna était rentrée à Pétersbourg le matin de bonne heure. Son mari aurait pu le savoir, puisqu'elle avait demandé une voiture par dépêche. Mais il ne vint pas la recevoir et elle fut prévenue qu'il était en conférence avec son chef de cabinet. Après l'avoir fait avertir de son retour, Anna passa dans son appartement pour y faire déballer ses effets, en s'attendant à le voir bientôt paraître, mais 1 heure passa et il ne se montra point. Sous prétexte d'ordres à donner, elle entra dans la salle à manger, parla au domestique à voix haute, mais sans succès. Elle entendit son mari reconduire jusqu'à l'antichambre son chef de cabinet. Elle savait qu'il allait bientôt se rendre à son ministère et tenait à le voir auparavant pour régler leur rapport futur. Elle se décida à aller le trouver et, traversant le salon d'un pas ferme, pénétra dans le cabinet de travail. Accoudé à une petite table, Alexis Alexandrovitch, en uniforme et prêt à sortir, regardait tristement devant lui. Anna le vit avant qu'il ne l'aperçût et comprit qu'il pensait à elle. Il voulut se lever, hésita, rougit, ce qui ne lui arrivait jamais, puis se levant brusquement, il fit quelques pas à sa rencontre, en fixant les yeux sur son front et sa coiffure pour éviter son regard. Arrivé près d'elle, il lui prit la main et l'invita à s'asseoir. « Je suis très content de vous savoir rentré, commença-t-il avec le désir évident de parler, mais il ne put continuer. Plusieurs fois encore, il essaya en vain d'ouvrir la bouche. Bien qu'en se préparant à cette entrevue, elle se fût exercée à l'accuser et à le mépriser, Anna ne trouvait rien à dire et le prenait en pitié. Leur silence se prolongea assez longtemps. « Serge va bien ?» prononça-t-il enfin. Et sans attendre de réponse, il ajouta « Je ne dînerai pas à la maison et je dois sortir sans délai. »« Je voulais partir pour Moscou, » dit Anna. « Non, vous avez très bien fait de rentrer, » répondit-il sans pouvoir aller plus loin. Le voyant incapable d'aborder la question, Anna prit la parole elle-même. « Alexis Alexandrovitch, dit-elle en le dévisageant sans baisser les yeux sous ce regard fixé sur sa coiffure. Je suis une femme mauvaise et coupable, mais je reste ce que j'étais, ce que je vous ai avoué être, et je suis venue vous dire que je ne pouvais changer. » « Je ne vous demande pas cela, répondit-il d'un ton décidé cette fois et en regardant Anna dans les yeux avec une expression de haine. La colère lui rendait évidemment toutes ses facultés. Je le supposais, mais
Ainsi que je vous l'ai dit et écrit, continua-t-il d'une voix aiguë, ainsi que je vous le répète encore, je ne suis pas tenu de le savoir. Je désire l'ignorer. Toutes les femmes n'ont pas, comme vous, l'intention de communiquer à leur mari cette agréable nouvelle. Il appuya sur le mot agréable. J'ignore tout tant que le monde n'en sera pas averti, ni mon nom déshonoré. C'est pourquoi je vous préviens que nos relations doivent rester ce qu'elles ont toujours été. Je ne chercherai à mettre mon honneur à l'abri que dans le cas où vous vous compromettriez. Pardon. Mais nos relations ne peuvent rester ce qu'elles étaient, dit-elle en le regardant avec effroi. En le retrouvant avec ses gestes calmes, sa voix railleuse, grêle, un peu enfantine, la pitié qu'elle avait d'abord éprouvée céda la place à la répulsion et à la crainte. Elle n'en voulut pas moins éclaircir à tout prix la situation. « Je ne puis être votre femme quand… » voulut-elle dire, mais il l'arrêta d'un rire froid et mauvais. « Le genre de vie qu'il vous a plu de choisir se reflète jusque dans votre manière de comprendre. Mais je respecte trop le passé et méprise trop le présent pour que mes paroles prêtent à l'interprétation que vous leur donnez. » Anna soupira et baissa la tête. « Au reste, continua-t-il en s'échauffant, j'ai peine à comprendre qu'une femme qui juge bon de prévenir son mari de son infidélité ne trouve, il me semble, rien de blâmable à sa conduite, que cette femme puisse encore avoir des scrupules sur l'accomplissement de ses devoirs d'épouse. Alexis Alexandrovitch, qu'exigez-vous de moi ? Je désire ne jamais rencontrer ici cet homme. J'exige que vous vous comportiez de telle sorte que ni le monde ni nos gens ne puissent vous accuser. Bref, j'exige que vous ne le voyiez plus. Ce n'est pas beaucoup demandé, je crois. En échange, vous jouirez, sans en remplir les devoirs, des droits d'une honnête femme. Je n'ai rien de plus à vous dire. Je dois sortir et ne dînerai pas à la maison. » Il se leva et se dirigea vers la porte. Elle fit de même, il la salua sans parler et lui céda le pas. Chapitre 24. La nuit qu'il avait passée sur la meule fut décisive pour Lévin. Ah, on change de… Excusez-moi, juste un instant. Alors non, je vais m'arrêter là. Excusez-moi, je vais m'arrêter là et je serai ravie et très joyeuse de retrouver Lévin sur sa meule de foin la prochaine fois. Et j'espère que vous aussi. Pardon. C'est donc la fin de cette lecture d'Anna Karenine. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'était une lecture un petit peu difficile. Je ne sais pas. J'avais donc une chanson qui ne s'applique pas du tout, à ce passage. Je vais donc changer de chanson. Je vais également vous chanter une chanson que j'ai déjà chantée, qui ne s'applique pas vraiment à ce passage non plus. Ou alors je le garde. Je réfléchis, pardon. Mais avant, un petit poème. Ou après. Une archive de la joie d'abord. Je suis tombée sur la gloire, on va lire la gloire. La gloire. Une fois, parce que j'avais écrit un livre qui leur avait plu, des gens très haut placés m'ont épinglé une médaille sur la poitrine. Ensuite, j'ai été invitée par eux à de très grandes fêtes, au cours desquelles on me demandait de me prononcer sur un tas de choses. Je me pliais de bonne grâce à ces demandes, mais je savais que le premier venu avait des opinions plus intéressantes que les miennes. Plus tard encore, d'autres gens m'ont encore récompensé et ont encore voulu savoir ce que j'avais à dire sur tel ou tel sujet, et je répondais à leurs questions. J'étais tenue très occupée. J'étais devenue une sorte d'objet de curiosité. Ça a duré un moment, puis je me suis lassée. J'ai commencé à refuser les honneurs et les invitations. Je trouvais que mon jardin, la vie domestique, les allées et venues des oiseaux dans la mangeoire et la couleur changeante du ciel étaient plus captivants. Peut-être manquais-je d'ambition, mais je découvrais que je n'avais pas besoin de tant d'attention, de récompenses, d'argent. Puis, un jour,
Un petit enfant en visite chez moi m'a dit qu'il trouvait rigolo les dessins d'animaux que je griffonnais dans mes cahiers. Je ne sais pas pourquoi, mais son rire minuscule et limpide, sortant par les fenêtres grandes ouvertes de ma maison, m'a rendu plus heureux que toute la reconnaissance publique dont j'avais été l'objet jusqu'alors. Les vrais triomphes sont discrets. Pardon, je souris très fort parce que j'ai vécu quelque chose d'assez similaire il n'y a pas longtemps. Oh pardon, je tousse dans le micro, je suis vraiment désolée. Et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. Très bien. Je voulais vous lire un petit poème. Je vais d'abord chanter la chanson. Je vais garder la chanson que j'avais. Donc j'ai dû la chanter déjà, je pense. You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break the kindest heart with a hasty word you can't recall. So if I broke your heart last night, it's because I love you most of all. You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break the kindest heart with a hasty word you can't recall. So if I broke your heart last night, it's because I love you most of all. You always break, you always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break the kindest heart with a hasty word you can't recall. So if I broke your heart last night, it's because I love you most of all. Voilà, je vais m'arrêter là. Oh pardon, excusez-moi. Ah, c'est insupportable, excusez-moi. Et un petit poème pour terminer. Instruction pour lire mes poèmes. Pour lire mes poèmes, tu dois être seul, au calme, dans le presque noir. Chaque poème, il faut le lire à voix douce, lentement. Tu dois bien respecter les pauses que le poète a indiquées
Il fait son métier de poème, le poème. Il ne faut pas l'en empêcher. Il accomplit sa destinée. Alors si, écoute bien, si, au détour d'un mot, d'une rime ou d'un rien, tu perçois quelque chose en toi qui bouge, une couleur rouge, quelque chose qui fait un peu mal, aussi un petit peu de bien. Ne touche à rien, n'arrête pas. C'est tout à fait normal. Le poème fait son travail. Tu peux retourner en arrière, relire plusieurs fois les mots. Le poème est à toi aussi, car c'est pour toi qu'on l'a écrit. Tu as le droit d'y revenir, d'y poser tes silences à toi. Mais, si tu sens qu'il faudrait t'arrêter, parce que ça te remue fort déjà, et qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, cette chose dont tu ne voulais pas, il faut pourtant continuer encore et encore et encore. Tant pis pour l'eau qui mouille ta joue. Laisse-lui faire son métier au poème, parce qu'il veut tellement, tellement que tu l'aimes. Le poème. Et c'est tiré des Indiens, deux Indiens plutôt, écrit pour un enfant. Si... D'ailleurs, je vais... La mûre qui dure. Je veux pas que tu pleures jamais avec ta petite figure. Parfois je rêve que tu meurs et les larmes elles montent de moi et je me souviens du malheur que j'avais autrefois sans le bonheur de toi. Je veux pas que tu meures jamais. Je veux que ça dure, mon amour. Voilà, c'est aussi idiot que ça, mais ça me rend très heureuse. Voilà. Qu'est-ce qu'on a autre chose? Non, on n'a pas autre chose parce que... Allez, si d'accord, il n'y a pas d'amour seul. Il n'y a pas d'amour seul. L'amour est un alliage, l'amour n'est pas du corps, l'amour est des corps. L'amour est un chant, des corps qui reposent dans le rythme musical avec le duo cosmique. L'amour est du point du jour le diamant, non de pierre, mais de facettes brillantes qui éveillent les extases. J'aimais bien ce poème parce que ça m'a fait... Ça répondait à... Ça répondait pas. Ça... Comment on dit? C'était en écho à une interrogation que j'avais hier. Mais je peux pas vous en parler. Voilà, merci beaucoup pour ça, pour tout, pour votre écoute. Voilà, merci et à bientôt.